Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve avec Hugo. Comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde, tout va bien? Ça va bien? Bah écoute, ça va impeccable. On est à 2 semaines environ du huitième de finale retour de Ligue des Champions après cette défaite très très décevante face à Porto. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur Jorginho. Jorginho qui n'avait pas été titularisé face à Porto. Donc, comme vous avez pu le voir dans le sous-titre, on se demande est-ce qu'il est indispensable dans les gros matchs. Il y a pas mal de matchs, on va revenir dessus, où il a été effectivement titularisé et où on a été performant. Donc pourquoi ne pas l'avoir titularisé face au FC Porto, sachant que c'était un match à ne surtout pas sous-estimer, on l'avait dit à plusieurs reprises lors de nos débriefs live. Et donc voilà, est-ce que Jorginho doit être titulaire face à Porto? Est-ce que même il devrait continuer sur sa lancée et continuer à être titulaire? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Mais avant tout, je pense qu'on va parler surtout de sa venue. On fait toujours ça pour chaque thématique de joueur, vous l'avez vu, ceux qui nous suivent. Il est arrivé donc en janvier 2022 contre 10 ou 15 millions d'euros, je sais plus exactement. Ouais, c'était une quinzaine de millions d'euros, je pense, en provenance de l'ennemi éternel Chelsea. Et on a un petit passif avec Chelsea qui nous refourgue généralement ses gros nuls. On peut penser notamment en tête de ligne à Willian, mais pas que. Et du coup, on s'était dit, bon, ils vont nous refiler encore un trentenaire avec Jorginho. Et au final, on va parler très rapidement de sa saison 2022-2023, parce que c'était janvier 2023. Très agréablement surpris. Je sais pas toi, mais très très agréablement surpris au moment où il arrive chez nous. Bah déjà, à l'annonce même des rumeurs et tu vois qu'il arrive, on est surpris. On s'attend pas à voir ce nom arriver. Mais au fur et à mesure, rapidement, au final, on était sceptique parce que c'était un joueur de Chelsea. On n'avait pas forcément l'envie d'avoir un nouveau joueur de Chelsea qui arrive. Mais dans l'ensemble, l'opération, quand tu vois les contours, on se dit pourquoi pas, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est un contrat court, un contrat voilà, d'1 an et demi. Sur un prix qui est assez faible, tu vas pas non plus. Tu prends pas une prise de risque en fait. Tu dis pas, tu prends un mec à 40 millions sur un contrat à 3-4 ans, ou par ailleurs tu peux perdre de l'argent, ça peut être une catastrophe économique, mais absolument pas, il n'y a pas d'énorme risque, c'est un joueur d'expérience qui connaît l'APL, qui peut t'apporter quelque chose dans un secteur où tu as besoin de personnes avec de nombreuses blessures qu'on a, etc. Avec du recul, rapidement à chaud en fait, on était tous un peu sceptiques, mais avec du recul, on se dit, bah, ça peut que être une bonne idée en fait. Bah c'est ça, en fait, quand il arrive, je crois que Thomas Partey enchaîne quand même les matchs, si je dis pas de bêtises, on se demande, bon, pourquoi faire, ok, il y avait Declan Rice, pour qui on avait déjà un intérêt, hein, l'intérêt daté d'un an avant sa signature pour Declan Rice, on se dit, bon, pourquoi pas, on verra, 10 millions d'euros, comme tu l'as dit, c'est pas un contrat trop long, on s'était dit, pourquoi pas, quoi. Et au final, on a bien fait, parce que moi, je me rappellerai toujours d'une performance qui m'a bluffé et que j'ai adoré, vraiment c'est à partir de ce moment là où je me suis dit Jorginho faut commencer à respecter parce que nous en tant que supporters d'Arsenal on aime bien vanner tout ça mais pour le coup sa performance je pense que tu t'en rappelles contre Aston Villa où il te met la barre transversale CSC de Martinez avec la petite histoire de Martinez, bref tout ça fait que son match était exceptionnel dans le jeu aussi, c'était quand même une sacrée surprise et au final Partey ne répond pas, comme d'habitude, n'est pas fiable physiquement. Et donc, on se dit, intersaison, donc 2023, ou entre la 2023-2024 et la 2022-2023, enfin bref, vous m'avez compris. Rice arrive, bon, à quoi ça sert au final de toujours avoir Jorginho? Au final, quelques petites rumeurs, mais rien de bien concret. Et on se rend compte que sur cette saison, et ben Jorginho est quand même toujours aussi important et qu'il te fait des matchs, taille patron, je pense à City où il a été aligné avec Declan Rice et je pense à plus récemment le match face à Liverpool où il a été phénoménal, le match face à Newcastle où le mec arrive et on se dit tous pourquoi Mikel tu l'as pas titularisé contre Porto, tout ça pour dire que quand il y a un gros pressing de l'équipe adverse, quand on est en particulier à domicile, qu'on garde le ballon etc. et autre chose, quand Zinchenko n'est pas là aussi, et bah au final, Jorginho, tous les ingrédients font que c'est le plus intéressant à ce poste de numéro 6. Parce que Declan Rice, certes, tu peux pas te passer de lui, mais au poste de 8, Declan Rice fournit quand même satisfaction, parce que certes, il n'aura pas l'apport offensif d'un Havertz, d'un Trossard, ou même d'un Smith Rowe, mais en l'occurrence, au niveau de la fiabilité physique, Rice, bah, c'est ce qui se fait de mieux, tu vois, limite en première ligue, tu vois. Et ce poste de 8, c'est possible. Et encore, en fiabilité offensive, c'est un mec qui plante. Hein. Et c'est un mec qui plante. Il a mis des buts.
C'est un mec et il passe, donc il fait ses stats. Il fait ses stats, maintenant il fait énormément de stats aussi grâce au corner, mais ce qu'on veut dire c'est que, au final, moi je sais pas toi, mais je trouve que le rôle de Rice, quand il est mis un cran un petit peu plus haut, c'est pas son meilleur poste, on est d'accord, moi je le préfère devant la défense, mais quitte à avoir Jorginho vraiment devant la défense et avoir un 8 capable de faire les allers-retours, capable d'être un box-to-box tout simplement, moi il me fait un peu penser à Xhaka en fait. Il me fait un peu penser à Xhaka la saison passée quand il était aligné au poste de relayeur gauche et qu'il apporte un vrai soutien, je trouve, à Martinelli, parce que quand Havertz ou Trossard ou je ne sais qui est aligné au poste de relayeur gauche, ces mecs-là sont plus dans la surface que en retrait, que à fournir les efforts défensifs. Donc au final, je trouve que c'est vraiment un bon équilibre qui est mis quand on a à la fois Jorginho 6, à la fois Rice un cran plus haut, et que effectivement là maintenant on doit faire avec nos blessés, mais qu'on a Kivior côté gauche qui monte en puissance, et Ben White à droite qui n'a pas à repiquer intérieur. Et donc la distribution du ballon, elle est pour Jorginho, elle est éventuellement pour Odegaard qui vient un cran plus bas, et elle est également pour Rice quand il redescend ou quand il est un tout petit peu un cran plus haut. De toute façon, tu as dit un truc hyper important, c'est l'équilibre. C'est vraiment le mec qui t'apporte un équilibre et une structure d'équipe importante avec ou sans ballon. Sans le ballon, il est un peu en double pivot avec Rice et il permet aussi à Odegaard, voire à Havertz, même s'il a un cran plus haut, à pouvoir être beaucoup plus libre et à déclencher le pressing. Ils savent que derrière, on a Rice et Jorginho qui tiennent la baraque. On a une liberté pour nous à les presser, en sachant que derrière, on a deux monstres qui vont tenir l'équipe. Avec la balle, lui il est en point de basse. Rice, il a de la liberté pour se projeter, il fait toute la ligne. T'as fait la comparaison avec Xhaka, c'est vrai que maintenant il prend un peu plus de responsabilité, il va un peu plus dans la surface qu'il ne le faisait au tout début, il va se projeter beaucoup plus il a sa capacité de projection avec la balle. Et souvent, on ne le trouve pas forcément à la surface. Là, sur les derniers matchs, on l'a vu beaucoup plus se projeter dans la surface. Notamment le dernier match contre Newcastle, on a touché un nombre incalculable de ballons dans leur surface. Rice il s'est énormément projeté. Il y a aussi quelque chose qui est hyper intéressant avec Jorginho, c'est que c'est un mec qui respecte le jeu. C'est pas un gars qui va te faire des passes latérales tout le temps, à baisser la tête, à garder la balle. Il a pas peur de faire des passes vers l'avant. Il a pas peur de tenter sa chance sur des belles passes, des belles transversales sur les ailiers qui vont vouloir prendre les espaces et les ailes. Il a vraiment pas peur de ça, et ça c'est hyper important parce que tu as vraiment des joueurs qui certes ils ont un équilibre, ils sont présents, mais aucune prise de balle vers l'avant, pas de prise de risque à faire des passes entre les lignes, à aller chercher les joueurs. Lui c'est directement, j'ai la balle, prise d'info, je lève la tête, je fais ma passe. Il peut perdre des ballons, je me rappelle je sais plus c'était quel match en début de saison, Tottenham ou quoi, il avait perdu la balle en début vers notre surface, on avait pris le but au final. Ça peut arriver, c'est très rare avec lui, parce qu'il a quand même une sacrée qualité technique et une grosse qualité de passe. Donc c'est très rare, mais il tente énormément de choses, il a vraiment pas peur, et comme tu l'as dit, c'est ton métronome, il a un vrai équilibre, et il permet à Odegaard et à Rice de pouvoir beaucoup plus se projeter, avoir de la liberté avec le ballon. Ils savent que derrière, on a une pointe basse qui sécurise, et en fait... ça t'apporte une énorme confiance dans ton équipe. Très clairement. Et tu vois, je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué de Jorginho, c'est que, bon, là je vais créditer Noé, parce qu'avec Noé on a parlé de Jorginho, etc. Et effectivement on lui a demandé son avis, c'est que le mec c'est très certainement le plus expérimenté de notre effectif, dans le sens où il a quel âge, 33 piges je crois, et il a gagné 1 Euro 2021 avec l'Italie, où il était titulaire à tous les matchs, où il a fait un Euro. On avait du mal à l'admettre en tant que fan d'Arsenal, c'est vrai, mais il a été trop fort, tu vois, sur cet Euro. Là aussi, c'était dur à admettre parce qu'on se foutait de sa gueule, encore une fois, en tant que supporter d'Arsenal, mais top 3 ballons d'or sur cette saison, parce qu'il gagne la C1 avec Chelsea et il gagne l'Euro, comme j'ai dit juste avant. Mais pour revenir sur l'expérience, je l'ai dit, donc la C1, il l'a gagné. En C1, ça fonctionne beaucoup à l'expérience. Si les meilleurs clubs d'Europe, c'est le Real Madrid, c'est le Bayern Munich, c'est ces clubs-là, c'est Manchester City qui vont loin en Europe, c'est parce que ces clubs-là, ils ont des joueurs qui ont l'habitude des matchs internationaux, qui ont l'habitude de jouer en Ligue des Champions, etc. Et nous, on n'en a pas beaucoup. Nous, c'est notre première année en Ligue des Champions. Quand on voit le match de Pep avec Porto contre nous, c'est là où on se dit, putain, le mec a vraiment l'expérience. Et Jorginho, je trouve, il apporte ce truc-là, et... aussi un truc qu'on n'évoque pas trop, mais il a un petit peu ce vice
de récupérer la petite faute comme ça à côté d'une touche pour gagner un petit peu de temps, pour permettre de se replacer, pour faire passer la tempête. Et ça, il n'y a pas de joueurs dans notre équipe qui l'ont. Il n'y a pas de joueurs qui ont lui. Saka, tu le bouges, il se relève dans la foulée. Ou alors il tombe, mais c'est parce qu'il se fait charcuter. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont, peut-être Gabriel Jesus un petit peu, mais je me rappelle d'une époque, bon c'était pas la meilleure époque du siècle, mais la Casette tombait énormément dans la surface, et c'était pas pour rien quand il était chez nous qu'il était je crois le joueur des 3 ou 4 dernières saisons en Première Ligue qui avait obtenu le plus de pénaux. Donc là certes c'est pas dans la surface, mais ce que je veux dire c'est que quand il va falloir temporiser pour Jorginho, en fait c'est ça, la gestion du temps, la gestion du rythme du match, etc., ça passe par lui, et ça passe aussi par une complémentarité qui est réelle en fait avec Declan Rice, et que en fait pour moi, certes, il a aussi une petite faiblesse que j'ai pas évoquée, c'est à la limite sa vitesse, où on le sent des fois sur certains retours défensifs, c'est pas le meilleur, mais derrière tu te dis il a un positionnement qui permet de compenser ça. Exactement, et puis tu te dis qu'avec les Golgoth derrière qui vont à 1000 à l'heure, Gabriel, Saliba, bon, normalement ça devrait aller, mais c'est que oui, comme je l'ai dit, la complémentarité avec Rice, elle est là, et elle est expérimentée, et pour moi, elle doit être titulaire contre Porto. Et déjà, pour revenir un peu juste à la question initiale, il faut pas oublier que c'est un gars qui a joué pratiquement tous les matchs de poule. En poule, il joue. Il est titulaire en poule, donc je pense que Arteta, il sait aussi, et il sait que dans sa tête, il a une équipe jeune avec pratiquement aucune expérience en Ligue des Champions, parce que Gabriel Odegaard, ils ont pu faire quelques petits bouts de match, mais Gabriel, c'est dans Lille, dans un Lille aussi inexpérimenté dans cette compétition, et Odegaard, voilà, c'est remplaçant, ou c'est pas un titu dans son équipe. Jorginho, c'est un mec qui l'a gagné, donc déjà c'est plus que de l'expérience parce qu'il a gagné en étant titulaire. Donc ça reste quelque chose, c'est un regain d'expérience et ça permet à tous tes coéquipiers d'être en sécurité avec lui. En poule, Jorginho joue beaucoup. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir pourquoi à l'aller, Jorginho n'a pas joué. Soit c'est Arteta qui il était dans une dynamique de on met des gros scores sans Jorginho, j'ai envie d'aller à fond sur l'offensif, j'ai pas besoin forcément d'avoir un énorme équilibre, donc j'y vais sans lui. On se dit qu'on est sur notre dynamique actuelle et on va les avoir. Or, Porto a un plan de jeu hyper efficace. Et ça a été le seul joueur à rentrer, Jorginho, en plus, lors de ce match-là, à peu près à la 60e. Donc ça veut dire qu'Arteta, je pense, il a pris conscience de cette micro-erreur. Moi, je le vois vraiment pas titulaire. Enfin, pour moi, c'est certain qu'il va le titulariser au retour. Je vois pas comment il pourrait pas le titulariser. Il le faisait en poule. Là, comme tu as dit, il a peut-être reconnu une certaine erreur en le faisant rentrer, en étant le seul à rentrer. Donc au retour, tu comprends bien que tu as besoin de ton équilibre, encore plus à domicile, tu dois te faire respecter. Tu le mets, et puis tu sais qu'offensivement, tu perds pas forcément en change, parce que tu as Rice qui t'apporte aussi énormément offensivement, qui stat. Tu as de la liberté pour tes ailiers, tu as de la liberté pour Odegaard, qui je trouve est beaucoup plus fort avec Jorginho derrière. Et son match contre Newcastle, il est très bon, alors que je regarde son match contre Porto, il est catastrophique. Donc, est-ce que aussi Odegaard se sent mieux avec un Jorginho derrière et un Rice il sait très bien que défensivement, Rice il prend tout, alors que si tu as un Havertz défensivement, c'est pas pareil que Rice, donc aussi peut-être il a des prises de balles vers l'avant qui vont être moindres parce qu'il se dit que derrière, défensivement, on a beaucoup moins d'équilibre qu'avec un milieu de terrain à 3 avec Rice et Jorginho. Ouais, c'est ça en fait, c'est-à-dire que là, nous, je pense, on est tous dans l'optique de se dire, bon, faut que Jorginho soit titulaire. Pitié, pas de pépins physiques, parce que on parle de pépins physiques, mais si on a le débat à l'heure actuelle sur Jorginho, petit aparté, c'est parce que Partey ne donne plus du tout satisfaction et qu'on peut plus, moi perso, je lui fais plus du tout confiance physiquement. Donc c'est un départ qui est probable de Partey. Du coup, la question c'est, Elneny est en fin de contrat, Partey va sûrement partir, et Jorginho, il y a une clause de rachat, pas de rachat, de prolongation. Donc la question c'est, est-ce qu'on l'active ? Sachant que son agent, je vais vous mettre le tweet au montage, mais a dit, oui bon la Lazio c'est pas mal, la Juve c'est pas mal, il pourrait rejoindre Sarri à la Lazio, enfin bref. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'activer une année supplémentaire ? Est-ce qu'il faut recruter et se dire pourquoi pas un Sambilo Konga reviendrait de prêt à Luton et pourrait donner satisfaction ? Moi je suis pas très sûr. Donc moi, là aussi, si je devais me mouiller, je pense que Jorginho, c'est un joueur que tu dois garder dans ton effectif au final. Et qui a quasiment toujours donné satisfaction, à part peut-être le début de la saison 2023-2024, où effectivement on se rappelle de son erreur face à Tottenham. Mais à part ça, sincèrement, il a très rarement déçu, si ce n'est jamais. Tous les gros matchs, pratiquement, il est titulaire. Il a une certaine confiance d'Arteta, et on sait très bien qu'Arteta, voilà... À Arsenal, t'as pas un groupe de 18 joueurs où
on se dit, ouais, t'as vraiment 18 joueurs qui peuvent être titulaires, qui sont hyper importants. Non, t'as un groupe de 13-14 joueurs, parce qu'aussi on a beaucoup de blessures de longue date, mais voilà, t'as 13-14 joueurs qui, on sait, c'est des mecs fiables qui peuvent commencer à tout moment. Jorginho fait partie de ce groupe-là, donc il a une confiance. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas oublier que Lokonga va revenir, qu'il est en bonne forme à voir, mais moi je serais d'avis de garder Jorginho. Pour moi, t'as rien à perdre à le prolonger d'une saison. Et même s'il joue moins, c'est un mec d'expérience sur le banc, il t'aidera dans des moments importants, il va t'aider les jeunes en parlant, en apportant son expérience, en apportant des choses, et il peut peut-être faire progresser Lokonga, un mec comme Lokonga, un mec comme Rice, il peut les faire progresser avec son expérience, avec ce qu'il sait faire. C'est pas négligeable d'avoir un mec comme lui dans le vestiaire. Si tu peux le prolonger d'1 an, tu le prolonges d'1 an. On parle pas de 2-3 ans, on parle juste d'1 année. Et après, voilà, t'as toujours de la marge pour recruter ailleurs. Mais dans un mercato, on avance, on dit qu'on a besoin d'un numéro 9, on a peut-être besoin d'un ailier backup, on a besoin potentiellement d'un latéral. On ne sait pas si le milieu est forcément la priorité. Maintenant, je pense que c'est nécessaire de le garder, parce que si tu le pars et tu peux pas recruter un mec aussi bon derrière, bah là t'es un peu con. Pour moi, c'est un joueur qui nous rend plus fort, tout simplement. Donc à partir du moment où tu estimes avoir un joueur qui rend plus fort ton équipe en apportant un équilibre, il faut t'appuyer dessus. Pas faire une équipe autour de lui. On parle pas de Saka ou autre, on parle de Jorginho. Mais c'est un mec dans l'ombre et qui est aussi en partie un peu sous-côté, et important d'avoir dans son équipe, et qui va rendre tes joueurs plus forts. Voilà, bah je pense pareil au final, et bien sûr Hugo l'a dit, hein, mais on fait pas passer Jorginho pour Sergio Busquets Prime, hein. On est là pour nous montrer que effectivement, au vu de ses qualités, il peut être intéressant pour cette fin de saison. Donc c'est vraiment ça qu'on veut montrer dans notre vidéo, et commencez pas à nous dire ouais, à deux doigts de dire que Jorginho c'est le meilleur joueur de notre effectif. Non, on n'a pas dit ça. Sait-on jamais, je préfère prévenir que guérir. Ah bah t'as bien raison. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à une prochaine pour soit un live, soit une autre vidéo thématique. Allez, salut Gunners!